Bonjour, vous êtes sur Radio Gabon, Écosciences, votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Le thème d'aujourd'hui, c'est la limite planétaire. C'est un concept qui est né il y a plusieurs années déjà, qui est lié à la biodiversité, au climat, à l'environnement. Aujourd'hui, pour en parler, on va recevoir Monsieur Adrien Nkogé-Ba, qui est un fervent défenseur de l'environnement, dédié à la protection des forêts du bassin du Congo de l'Ogooué. Monsieur Nkogé, bonjour. Bonjour Victor, merci pour cette invitation. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Et ça va, moi naturellement, je m'arrange toujours à être bien. Excellent. D'accord. Alors ici, vous êtes sur Radio Gabon, on va aborder le thème de la limite planétaire. D'accord? Oui. Et nous avons une chroniqueuse qui nous accompagne, c'est Mademoiselle Boubou Lorraine. Oui, Alors comment allez-vous? Bonjour déjà. je vais très bien, Victor. Et toi? Ça va, je me porte bien. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la chronique, vous allez nous parler des mathématiques. Oui, n'est-ce pas? Vous allez nous parler de quoi? Pi. Pi. Mhm. D'accord, ok. Bon, on aura le temps de revenir là-dessus, mais restons d'abord concentrés sur ce que c'est les limites planétaires. Alors, on le disait tout à l'heure, vous êtes un fervent défenseur de l'environnement. C'est un concept qui est né depuis plusieurs années déjà. C'est un combat mondial. Ouais. C'est tous les pays qui sont impliqués, c'est tous les pays qui sont concernés par la question de la protection de l'environnement, par la question de la régulation climatique, par la question des règlements climatiques et d'autres questions liées à l'écologie par exemple. Oui. Alors, vous êtes aussi responsable de certaines plateformes, Oui. nous allons en parler succinctement. Il s'agit de la plateforme Wani, il s'agit également des amis de Wawa, si je ne me trompe pas, et vous êtes aussi responsable d'une école qui, dès le bas âge, commence à inculquer les valeurs liées à l'écologie. Alors, restons sur le thème. Vous parlez de limites, on parle aujourd'hui de limites planétaires. C'est vrai qu'on aura la possibilité de détailler, d'aller plus loin, mais qu'est-ce que c'est d'abord? C'est quoi une limite planétaire selon vous? Pour comprendre les limites planétaires, je vais d'abord faire un peu d'histoire. Nous avons connu une période géologique dont nous sommes en train de sortir qui s'appelle l'Holocène, qui a commencé il y a 11 700 ans à peu près, jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène. Donc ce qui a caractérisé l'Holocène, c'est la stabilité de l'environnement. Et cette stabilité a permis l'agriculture, la sédentarisation. Et depuis l'exploitation des énergies fossiles, il y a 150 ans, l'humain a mis dans l'atmosphère énormément de gaz à effet de serre et a changé complètement de mode de vie. Et ces modes de vie sont en train de bouleverser la stabilité de notre planète. Et c'est là qu'intervient le concept de limite planétaire, qui est un concept scientifique qui a été développé et présenté en 2009 par une équipe de chercheurs du Stockholm Resilience Center, dirigé par Johan Rollström, qui définit des seuils écologiques à ne pas dépasser pour garder la stabilité de la planète. Et il en a identifié 9. Il y a celle du climat, le dérèglement climatique. Le seuil, c'est 1,5 degré. Au-delà de 1,5 degré, il va y avoir des modifications dans l'environnement qui vont rendre des endroits de plus en plus inhabitables. Nous avons l'érosion de la biodiversité. Nous assistons actuellement à la 6e extinction de masse. C'est le WWF qui expliquait que depuis 1969, je crois qu'on a perdu 70% des espèces animales sur Terre. Il y a une troisième... Est-ce que c'est pas un peu exagéré tout ça? 70%, c'est quand même plus de la moitié des espèces animales sur Terre. Est-ce que vous imaginez l'impact en un temps record? Oui, effectivement, nous ne nous rendons pas compte parce que ça va tellement vite et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'amnésie écologique, c'est-à-dire nos cerveaux ont du mal à appréhender ces enjeux, surtout sur le court terme. Moi, je prends par exemple, j'ai grandi au Cap Santa Clara, je vois la modification. Il y a des espèces animales qu'on trouvait, qu'on ne trouve plus. Par exemple? Je pense qu'il y a le pangolin.
Vous pensez que le pangolin n'existe plus au Gabon? Ou J'ai pas dit uniquement au Gabon, je dis au Cap D'accord, Santa au Clara, Cap quand Santa Clara, j'étais d'accord. jeune, il y a 30 ans, régulièrement on voyait des pangolins. Les insectes. Est-ce qu'ils ne se sont pas simplement déplacés à cause de l'action de l'homme dans Peut-être. leur environnement? Peut-être. Alors, je pense que ça pourrait être beaucoup plus la raison. Hein. D'accord. Parce que parler de disparition, quand même, je pense que c'est pas pour dire qu'effectivement c'est avéré à d'autres régions Ouais. qu'il y a des animaux, des espèces animales qui ont disparu, effectivement. Mais ce qui m'étonne, c'est le chiffre que vous avancez sur les 70% quasiment. Au niveau global. Au niveau global. Au niveau global, oui. D'accord. Donc c'est Et, vraiment... je prends les insectes, je prends les oiseaux, c'est pas simplement les gros animaux. D'accord. Voilà. D'accord. Et selon vous, est-ce que ces espèces animales qui ont disparu, disons, sur le plan écologique, on dit que chaque espèce a une niche écologique. Est-ce que ces animaux-là qui ont disparu, est-ce qu'on peut ressentir l'impact immédiat ou peut-être à court terme aujourd'hui dans notre environnement, pour nous les hommes? Oui. Qui sommes quand même à l'origine de, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, de l'accélération de ce processus. Là, rentrer dans des détails, je suis incapable de le faire, mais je sais que les animaux ont des rôles essentiels pour la survie de certains écosystèmes. Oui. Nous, par exemple, au Gabon, nous avons de la chance. Les éléphants jouent aujourd'hui un rôle de jardinier de la forêt. On sait très bien que quand ils mangent des fruits... Exactement. Et c'est vrai que, oui, voilà, un exemple concret par rapport à l'extinction de certaines espèces, par exemple, les insectes, les abeilles sont de gros pollinisateurs. Je vous prends par exemple aux États-Unis, avec l'agriculture autour des amandiers, de l'orange, il n'y a plus de pollinisateurs. Ils sont obligés de polliniser à la main. Et maintenant, ils sont en train même de créer des espèces, des robots pour polliniser. Ah d'accord, parce que j'allais dire créer des espèces de clones. Oui, non, c'est pas comme c'est créer des mini drones qui vont permettre de polliniser aujourd'hui les amandiers, les oranges, parce que ça, c'est concret. C'est-à-dire la disparition des pollinisateurs ont une conséquence sur l'agriculture. D'accord. Et quand on revient au Gabon, on a vraiment du mal à percevoir ce que vous dites aujourd'hui, c'est-à-dire les différentes disparitions des niches écologiques. Si on évalue, par exemple, nos forêts gabonaises, on peut peut-être se dire que ces espèces, il y a certaines espèces qui ont disparu, peut-être qu'on n'arrive pas encore à évaluer concrètement quel est le type d'espèce qui a réellement disparu, puisque en réalité, quand on parle des espèces animales, les gens font beaucoup plus allusion aux gros animaux, mais des animaux très en miniature comme des fourmis, des insectes, ce sont des choses qui ont disparu, certainement, mais qu'on n'arrive pas à évaluer. Mais est-ce que chez nous, dans les forêts gabonaises, dont vous êtes un fervent défenseur, est-ce que vous pensez qu'il y a des espèces qui sont en voie de disparition, par exemple, dans nos forêts? Comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas m'avancer sur de tels sujets. Moi, je fais vraiment de la promotion. Mais à ceux que je connaisse, la forêt gabonaise est la mieux conservée en Afrique. C'est déjà un plus. C'est déjà un plus. Nous sommes à 0,5% de taux de déforestation. Je ne pense pas que nous ayons ce problème d'insectes ou de pollinisateurs et autres qui ont disparu. Toujours est-il que la politique de conservation doit être toujours à promouvoir. Ah bien sûr, bien sûr. C'est notre assurance vie, nos forêts. Tout à fait. Alors, vous êtes un défenseur, je le disais tout à l'heure. Alors, vous avez des plateformes que vous avez mis en place, certainement avec d'autres collaborateurs. Oui. Vous avez Wani. Oui. Vous avez Wani, vous avez les amis de Wawa. Oui. Si on ne peut rester que sur ces deux plateformes. Alors, quels sont, de manière respective, les rôles, par exemple, de cette plateforme-là, sur ce que vous faites? C'est-à-dire, le thème, ce qui est en rapport avec le thème, c'est-à-dire les limites planétaires. Est-ce que cette plateforme-là joue un rôle aujourd'hui? Exactement, je vais déjà vous dire ce que c'est Wani et qu'est-ce que c'est les Amis de Wawa pour la préservation des forêts du bassin du Congo. Donc Wani, c'est une plateforme qui facilite la collaboration entre les jeunes, les gouvernements
et les entreprises citoyennes autour d'une action collective respectueuse des limites planétaires, et également l'entrepreneuriat responsable, avec 2 grands piliers. Le premier pilier, c'est l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'Afrique que nous voulons. Il y a 7 aspirations, et on fait un focus particulier sur l'aspiration 6, qui est autour des jeunes et des femmes, qui représentent 85% de la population africaine. Le deuxième grand pilier, c'est l'agenda 2030 des Nations Unies, ne laissons personne de côté, et c'est 17 ODD. Et il y a 3 axes. Le premier axe de travail, c'est la graine de Wani, avec une application qui va sensibiliser le grand public tous les jours sur les questions autour des limites planétaires, avec qui est aligné sur les journées internationales des Nations Unies et de l'Union africaine. Le deuxième axe, c'est la promotion des métiers verts et des métiers bleus, pour pouvoir rester dans ces limites planétaires en ayant une activité, parce que nous sommes obligés d'avoir une activité. Et toute activité a quand même un impact sur l'environnement. Mais il faut minimiser. On peut pas ne pas avoir d'impact. Et enfin, c'est les Wani Connect People. C'est un programme de connexion des jeunesses du monde entier autour de ces enjeux. Parce que seuls, nous n'allons pas nous en sortir. Nous allons avoir besoin du soutien, particulièrement des pays du Nord, pas simplement financièrement, mais humainement et technologiquement. D'accord. À rappeler que le 21 mars prochain, c'est la journée internationale des forêts. Exactement. Alors, puisque nous sommes là-dessus, est-ce que réellement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de limites planétaires, mais dans, je veux dire, la mémoire collective, enfin, dans ce que pense le Gabonais lambda ou le citoyen lambda, on parle beaucoup plus de la biodiversité, par exemple. Hein, on fait allusion à la biodiversité. Selon vous, connaissant votre concept, est-ce que vous faites cette différence-là entre la lutte de la biodiversité et la lutte pour parler des limites planétaires? Est-ce que vous faites vraiment cette différence? Je ne fais pas de différence parce que tout est lié. Nous avons tendance à siloter, c'est-à-dire mettre la biodiversité, le changement climatique, l'utilisation de l'eau douce, l'acidification des océans. Tout est lié. Mais vraiment tout est lié. Et j'aime bien dire ces forêts sont fondamentales. Pas que pour nous, mais pour la planète entière. Parce que à travers l'association des Amis d'Ouad pour la préservation des forêts du bassin du Congo, qui est le deuxième levier que j'utilise, j'explique souvent que ces forêts aujourd'hui jouent 3 rôles essentiels. Le premier rôle, c'est celui de générateur de pluie, pas que dans la sous-région, mais au-delà même. Vous prenez les pays du Sahel, aujourd'hui la pluviométrie est en partie liée à ces forêts par un phénomène d'absorption des eaux de l'humidité du golfe de Guinée, et qui est projeté dans l'atmosphère à travers les arbres, et les vents les poussent. Donc c'est un enjeu d'agriculture dans ces pays et de sécurité alimentaire. Le deuxième point, c'est celui de climatiseur planétaire. Donc ce phénomène d'évapotranspiration permet de garder une température plus ou moins fraîche à travers la planète. Et enfin, le troisième point, c'est que c'est une barrière naturelle contre les zoonoses. Les zoonoses, c'est le passage de maladies des animaux vers les humains, tels que Ebola ou la Covid-19. Et c'est pour ça que c'est très important. La biodiversité est liée à tous ces éléments. Mais moi, je préfère toujours les mettre ensemble, pas les siloter. Alors, parmi les bailleurs de fonds internationaux, vous avez les États-Unis, qui est un pays qui finance beaucoup, qui financerait beaucoup ces politiques de préservation de l'environnement avec l'arrivée de Trump aujourd'hui, qui a une conception anti-écologique, anti-conservateur, et climato-sceptique. Est-ce que vous pensez que ces politiques dont vous combattez, ces politiques climato-sceptiques que vous combattez aujourd'hui, pourront avoir un impact dans ce que vous faites aujourd'hui? Puisqu'en réalité, quand on regarde bien, vous êtes un défenseur des forêts. Votre rôle, c'est de faciliter, par exemple, les ressources pour que avance le travail sur le terrain. Alors, ces bailleurs-là, qui sont en grande partie, qui émanent des États-Unis,
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir une certaine influence par rapport à la politique qui est mise en place actuellement aux États-Unis? Est-ce qu'il peut y avoir un impact sur nos forêts à nous, c'est-à-dire les conservateurs et les ONG, les organismes qui s'occupent de la préservation de ces forêts? Il y a plusieurs impacts. Le premier impact qu'on ne perçoit pas, c'est que il y a une étude qui a été publiée au mois de novembre, je ne me souviens plus de quel organisme, qui expliquait que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump mettrait 4 milliards de tonnes de CO2 en plus durant ces 4 ans de quinquennat. Or, nous savons que ces forêts du bassin du Congo sont un puits de carbone naturel. Et aujourd'hui, c'est même le dernier parmi les grands bassins tropicaux. Donc ça, c'est la première mesure. Le deuxième impact, c'est le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Donc, il y a des financements qui vont manquer. Mais moi, je suis convaincu qu'il faut faire une différence entre l'État fédéral aux États-Unis et les Américains. Aujourd'hui, vous avez des villes qui vont continuer à mettre des moyens dans tout ce qui est environnement. La plupart des bailleurs de fonds par rapport aux enjeux du bassin du Congo, ce sont des fondations qui ne dépendent pas directement de l'État fédéral. C'est vrai qu'il va avoir des impacts, il y a déjà des impacts avec la coupe de l'USAID, je crois que vous en avez entendu parler, Oui. Et donc oui, mais moi je suis convaincu qu'on peut trouver toujours des bailleurs de fonds pour nous accompagner dans la préservation de ces forêts du bassin du Congo dans les pays du Nord, mais il faut cibler aujourd'hui les citoyens et les entreprises. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est avant tout eux qui ont les moyens. Moi je prends par exemple en Europe l'épargne des citoyens européens, elle est à plus de 1400 milliards d'euros. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de réarmement, on voit que les États se tournent vers les citoyens, les individus. Donc nous aussi, nous devrions aller vers eux et leur expliquer en quoi ces forêts du bassin du Congo ont un impact sur leur quotidien. D'accord. Alors, si on restait au Gabon, il existe, comme tout le monde le sait, 13 parcs nationaux, justement, qui vont jouer ce rôle. Mademoiselle Lorraine, vous avez déjà fait un tour dans un parc national ou certains parcs nationaux, par exemple? Parce que là, on parle de la conservation. Est-ce que vous pensez que ces parcs nationaux jouent véritablement ce rôle de conservateur au Gabon aujourd'hui, en termes de préservation d'espèces et d'espèces animales et végétales, par exemple? Bon, je n'ai jamais été dans un parc national au Gabon. J'ai déjà été dans des forêts, notamment celle de Santa Clara. Je pense que oui, les parcs nationaux jouent un rôle, dans le sens où ils sont bien protégés. L'AMPN joue bien ce rôle et le Gabon est connu comme étant un endroit où la biodiversité, c'est-à-dire à travers les parcs nationaux, sont quand même bien préservés. Ça, c'est ce qu'on dit, mais est-ce que c'est vraiment palpable sur le terrain? Oui, en réalité. Vous avez vraiment le sentiment, qu'il y a cette politique de préservation qui est mise en place et que véritablement il y a cette protection des espèces et tout ça. Nous pouvons tous constater par exemple ces billes de Koumé qui passent tous les jours, qui vont au port de Vendo. Est-ce que ça n'inquiète pas? Est-ce que malgré tout on essaie de faire la part des choses, vous en tant que citoyen? Par rapport aux parcs nationaux, pour revenir à ça, je pense que oui, ça joue un rôle important. On a 13 parcs nationaux qui recouvrent 10% du territoire gabonais. 11% à peu près. 10 et 11. Je pense que oui, quelque part. Maintenant, par rapport au billes de Koumé qui voyage chaque jour, etc., je pense qu'il faut vraiment avoir des chiffres là-dessus pour se positionner en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, ce que nous savons, c'est que si ces parcs sont là, c'est qu'il y a un travail qui est abattu, peut-être avoir un peu plus d'informations là-dessus. Alors, si on revenait sur Monsieur Nkogé, qui nous parlait de Wani et vraiment l'interconnexion que vous faites entre votre plateforme que vous avez créée et le gouvernement gabonais et aussi les potentiels bailleurs de fonds, y compris tous les entreprises ou les organisations qui vont faire le même travail que vous. Alors, quels sont vos rapports, par exemple, avec, disons, le gouvernement gabonais là-dessus par rapport à la politique que vous menez? Est-ce que
il y a un accompagnement? Est-ce qu'il y a une collaboration? Oui, à travers l'Institut Léon-Bas, Oui. j'ai à différentes reprises organisé des journées autour de la biodiversité où il y a eu la présence du ministère de l'Éducation nationale, des Eaux et Forêts, pour pouvoir sensibiliser nos jeunes et au-delà. L'année dernière, avec le ministère du Commerce, il y a eu un forum des métiers verts et des métiers bleus à la Baie des Rois pour pouvoir éclairer nos jeunes par rapport à ces enjeux et comment se créer son propre emploi et créer des emplois autour de... D'accord. Nous allons revenir sur la question de l'adéquation formation-emploi. Mais vous aviez dit quelque chose tout à l'heure en coulisses et moi j'ai trouvé ça très pertinent sur le travail de sensibilisation et de vulgarisation que vous faites sur la politique de l'écologie. Vous aviez dit par exemple que si vous prenez un Gabonais par hasard et vous lui demandez de citer 3 ou 4 ou 5 espèces végétales, par exemple, qui existent au Gabon, eh bien, on va se retrouver avec un ratio de peut-être un Gabonais sur 5 qui connaît réellement, qui pourrait le faire. Est-ce que ça ne vous donne pas le sentiment que votre travail n'avance pas? Il faut bien commencer quelque part. D'accord. Il faut bien commencer quelque part. Moi... Vous n'êtes pas le seul dans ce combat, c'est clair, mais quand même, lorsque on fait ce ratio, et c'est pas inquiétant pour une population qui vit, entre guillemets, dans la forêt, parce que Libreville est dans le bassin, oui, voilà, ouais. qui vit dans la forêt et qui a du mal à citer 5 espèces végétales de son écosystème. Est-ce que c'est pas un aveu d'échec? La pédagogie, c'est de la répétition. C'est de la répétition. Moi, non, je pourrais pas dire que c'est un aveu d'échec. Il faut continuer. Moi, ce combat, il est récent. Il est récent. D'accord. Félicitations déjà pour le combat que vous faites parce que surtout on a bien vu que vous allez discuter à l'international et pour défendre valablement les forêts gabonaises. Et je parcourais un nouveau document où je voyais une espèce de collaboration entre les forêts gabonaises et les forêts norvégiennes. Brièvement, qu'en est-il exactement? Pour la petite histoire, j'ai été invité à la projection d'un film qui s'appelle Il était une forêt, qui a été en partie tourné dans les forêts gabonaises. Et lors de cet événement, il y avait une trentaine d'artistes européens, Autriche, Norvège, et j'ai pitché sur ce que je faisais, j'ai présenté l'association, et il y a eu de nombreuses personnes qui sont venues me voir en me disant « Mais comment peut-on t'accompagner dans ton combat ?» Parce qu'on ignorait complètement l'existence de ces forêts. Et donc il y a cette réalisatrice et productrice norvégienne, multiprimée, qui dans ses films parle de l'harmonie entre l'homme et la nature. Et on a commencé à discuter, et elle me disait mais nous on a des problématiques identiques en Norvège avec nos forêts et communautés locales. Et c'est là que je lui ai parlé des forêts gabonaises et des communautés locales, et elle me dit ce serait génial qu'on puisse faire un film ensemble pour pouvoir aller mobiliser les opinions publiques scandinaves sur ces enjeux. Donc là, nous avons commencé un travail, mais même j'irai au-delà. C'est-à-dire, lors de cet événement, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes qui organisent un festival international sur les forêts en juin 2016. Et mon travail, c'est de mobiliser aujourd'hui des élèves, des artistes et des scientifiques gabonais pour aller promouvoir nos forêts dans le sud de la France, au niveau du domaine de la Garde. D'accord. Et selon vous, nous partons de l'Holocène, qui est une période géologique bien précise, vers l'Anthropocène. Et il se trouve que ce processus est accéléré par l'action de l'homme. Oui. Est-ce que, selon vous, vous pensez que les forêts du bassin du Congo-Goué peuvent vraiment jouer un rôle de ralentissement de ce processus? C'est vital. C'est vital. Et aujourd'hui, tous les scientifiques sont unanimes. Comme je vous disais, les forêts amazoniennes aujourd'hui ne stockent quasiment plus de CO2, elles en émettent. Les forêts d'Asie du Sud-Est, elles en émettent. Il n'y a que nos forêts aujourd'hui qui en absorbent. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2023, il y a eu une étude qui expliquait que les puits de carbone terrestres, particulièrement les forêts, ont chuté de 9 milliards à 2,2 milliards. Les forêts du bassin du Congo aujourd'hui
stockent en net 600 millions de tonnes par année. Vous faites un petit calcul, c'est-à-dire en 2023, les forêts du bassin du Congo ont représenté 30% des forêts qui ont absorbé du CO2 au niveau mondial. C'est énorme. C'est énorme. Oui. On s'en rend pas compte et c'est pour ça qu'on a un devoir aujourd'hui de promotion de ces forêts et expliquer. Et oui, je le dis très bien, ces forêts vont permettre de ralentir l'effondrement du système planétaire. D'accord. Et donc, mademoiselle Lorraine, vous avez une question particulière par rapport à ce qui se passe? Tout à l'heure, vous disiez que les forêts gabonaises sont bien protégées et tout. Je crois effectivement, et on joue un rôle assez important dans l'équilibre CO2 en fait, vu qu'on arrive encore à stocker le CO2. Et que pensez-vous de tous ceux qui pensent que l'Occident devrait nous rémunérer pour cet équilibre que nos forêts jouent? L'Occident n'a pas à nous rémunérer. C'est pas dans les paradigmes des Occidentaux rémunérés sans travail. Ce sont des discussions que j'ai eues avec des jeunes, des polytechniciens, des gens de Normal Sup, et tout naïvement, je leur ai dit, écoutez, voilà, nous préservons nos forêts, maintenant nous avons besoin que vous fassiez de la compensation parce que nous sommes de bons élèves. Ils m'ont regardé, ils me disent, mais on comprend pas. Pourquoi on va vous donner de l'argent? Je dis non, mais parce que on touche pas à nos forêts. Mais non, nous sommes d'accord qu'on puisse travailler main dans la main, que vous apportiez des projets, qu'on vous apporte des capitaux, qu'on vous apporte de l'expertise, de la technologie, mais on travaille ensemble. Il est hors de question, et je vais même encore aller plus loin. Aujourd'hui, la situation budgétaire des pays du Nord fait en sorte que c'est compliqué. Nous avons vu ce qui s'est passé lors de la COP 29 à Bakou. Les pays du Sud ont demandé une enveloppe entre 1000 et 1300 milliards. Finalement, on a eu 300 milliards. Mais quand je vois aujourd'hui la difficulté que ces pays occidentaux ont à mobiliser de l'argent pour leur défense, ça va devenir de plus en plus difficile. Donc c'est à nous de ficeler des projets et aller les voir en proposant un deal gagnant-gagnant. Et là, ils viendront. Oui, mais après, d'accord, allez-y. Et en parlant de la COP, justement, cette rencontre où certaines personnes aisées se déplacent, parfois en jet privé, pour dire à d'autres personnes qu'il faut réduire l'émission du gaz carbonique. Est-ce que vous y croyez vraiment? Je crois au COP. Je crois au COP. Il n'y aurait pas de COP il y a quelques années, quand vous remontez vraiment en arrière, les prévisions à 2100, c'était 4-5 degrés. Et les COP permettent quand même de discuter. C'est un endroit où on discute, où on se voit. C'est vrai que c'est pas parfait, parce que on a des intérêts antagonistes, parce que chacun veut défendre ses intérêts, mais les COP sont nécessaires. Maintenant, quand on utilise des jets et autres, vous n'allez pas demander à des chefs d'État de prendre des charters. D'accord, ça peut se comprendre. Et lorsqu'on revient au Gabon, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui émergent et qui parlent de la préservation de l'environnement. Bien évidemment que la particulière avec vous parlez de la limite planétaire au Gabon, qui renferme plusieurs pans de la préservation de l'environnement. On l'a vu tout à l'heure, il s'agissait de la biodiversité, des rapports avec les gaz à effet de serre, etc. etc. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous suivent, vous sensibilisez les jeunes. Quel est réellement le travail qui peut être fait pour minimiser aujourd'hui l'adéquation, formation et les métiers qui sont liés justement à cette thématique, selon vous? Déjà, je vais revenir par rapport à s'il y a trop d'associations ou pas. Je vais vous surprendre, il n'y a pas suffisamment d'associations au Gabon. Ah bon, vous pensez? Je le pense vraiment, et c'est les retours que j'ai, surtout de bailleurs que je rencontre. On n'a pas de culture associative ici. Il faut créer beaucoup plus d'associations si on veut capter certains fonds. Dans ce domaine? Dans tous les domaines. D'accord. Dans tous les domaines. Nous n'avons suffisamment pas d'associations. Et les associations qui sont là, il faut les accompagner à se structurer
et à plus de professionnalisme. Ok. C'est très important. Donc, on va revenir à l'adéquation formation-emploi. Tout à l'heure, quand je vous ai présenté WANI, je vous ai parlé du deuxième axe, les WANI Green and Blue Jobs. C'est un programme qui met en avant les métiers verts et bleus. Et ces métiers vont permettre à nos jeunes de pouvoir accompagner le Gabon dans sa transformation, sa transition écologique et bas carbone. Il y a énormément d'emplois autour. L'agriculture, il va falloir changer. C'est-à-dire un monde à 1,5 degré, 2 degrés, c'est pas un monde à 1,2 degré. C'est-à-dire même nos manières de faire de l'agriculture vont devoir changer. Il va falloir aller vers l'agroécologie. Nous produisons, parmi les limites planétaires, je ne les ai pas toutes citées, mais je vais prendre celle de la pollution plastique. C'est un gros problème. Or, autour du plastique, nous pouvons lancer des chaînes de valeur autour du recyclage. Je vois des jeunes ici qui transforment du plastique en matériaux de construction. Et donc, il y a des opportunités énormes à saisir autour de ces métiers verts et bleus. Et donc là, on va montrer aux jeunes se projeter. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis à la tête d'une école, troisième seconde, quand vous demandez aux jeunes qu'est-ce que vous voulez faire, ils sont incapables de vous le dire. Mais parce qu'il n'y a pas de centre d'orientation et autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut passer aussi par le numérique. Parce que nous avons affaire à une génération smartphone. Et donc, on va passer par le smartphone avec de la gamification, des jeux, pour qu'ils puissent s'orienter vers des métiers dont on a vraiment besoin au Gabon. Alors, aujourd'hui, il est démontré par les scientifiques qu'il faut aller vers une consommation des protéines végétales. Beaucoup plus. Oui. Alors, aujourd'hui, on est d'accord que la consommation en protéines animales a explosé. Voilà, avec l'élevage industriel. Ce qui produit beaucoup de gaz à effet de serre, comme on l'a dit, le méthane ou le protoxyde d'azote. Alors, lorsque nous regardons nos pays, notamment le Gabon, nous sommes embryonnaires dans cette politique de production animale, mais il y a quand même des initiatives qui sont prises ici et là par le gouvernement, notamment tout récemment, on a vu des vaches, je crois, qui ont été importées et qui sont en train d'être mis pour une éventuelle production industrielle. Est-ce que là, on n'est pas en déphasage avec ce qui est expliqué par les scientifiques pour dire, allons-y vers une production, une consommation de protéines végétales, que nous, on démarre sur une consommation de protéines animales. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut aller de plus en plus vers une alimentation avec des protéines végétales. D'accord. Mais la problématique se pose avant tout pour les pays du Nord, D'accord. pas les pays du Sud. D'accord. Donc nous, on peut toujours... Oui. Nous, on a une marge. Luxe, on peut pas. Oui, on a une marge. Nous D'accord. avons une marge aujourd'hui. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Alors, si vous avez un mot de fin à dire à la jeunesse qui vous écoute et qui aimerait suivre davantage ce que vous faites et surtout se pencher vers la préservation de l'environnement, vers la défense de l'écologie et du climat, la régulation du climat. Qu'est-ce que vous pourriez dire, votre mot de fin? Je vais vous citer le commandant Cousteau, qui disait « On ne protège que ceux que l'on aime, et on aime que ceux que l'on connaît ». Aujourd'hui, le Gabon a un formidable patrimoine naturel, une formidable carte de visite. Il y a de nombreux pays qui aimeraient avoir ce patrimoine naturel. Je pense que le premier enjeu aujourd'hui pour notre jeunesse est de s'approprier ce patrimoine naturel. Et il y a énormément d'opportunités autour. Donc je pense que c'est ça mon mot de fin. D'accord. Alors, vous êtes là avec Monsieur Adrien Kogemba, qui est un fervent défenseur de l'environnement, qui travaille pour la préservation des forêts du bassin du Congo. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Nous avions aussi un pan de la chronique sur Écosciences. Alors, vous nous parlez de quoi? I. De pi, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors? Pi égale à 3,14, c'est une notion mathématique que nous avons tous, dont nous avons tous entendu parler à l'école, que peu ou prou nous avons tous appliqué.
Mais connaît-il réellement de cette notion? Est-ce qu'on la maîtrise? Bon, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ah, d'accord. Voilà. Pi, c'est la constante qui est définie par le rapport entre la circonférence d'un cercle et le diamètre, donc le rayon multiplié par 2. Son écriture décimale étant infinie, la détermination de sa précision a animé durant des siècles les débats scientifiques. Et en même temps, la fascination qu'elle a créée lui a permis d'entrer dans la culture populaire. Alors, quelle est l'origine de pi, cette constante aussi complexe que utile? Depuis l'Antiquité, les mathématiciens ont toujours fait un lien entre la circonférence d'un cercle et le diamètre. Par exemple, il y a des tablettes babyloniennes qui datent de 2000 ans, qui ont été découvertes en 1936 et qui fait déjà état de la recherche en fait du lien entre le diamètre et la circonférence et qui aboutit à 3 plus 1 sur 8, c'est-à-dire donc 3,125 en fait. On n'est pas loin de pi en fait. Plus ancien encore, en 1858, les papyrus ont été retrouvés en Égypte. Ils sont aujourd'hui dans le musée britannique. Le papyrus de Rhind. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un document ancien qui présente plusieurs problèmes mathématiques qui datent de l'Égypte, comme je l'ai dit. On y retrouve notamment le théorème de Thalès, qui a été rédigé par le scribe Hamès. Et à côté de ça, il y a encore une fois la recherche de pi. Toujours à travers le même procédé, faire le lien entre le diamètre, donc le rayon x2, et la circonférence en fait, avec une précision de 3,1416. Ouais, actuellement, c'est que pi c'est 3,1415 et autres. Et eux, ils étaient déjà il y a des siècles et des siècles. 3,1416 en fait. Donc, c'est plus ou moins proche. Je dirais que c'est en même temps aussi le même procédé que l'on retrouve en Inde. Toujours la recherche de pi en fait. Donc, on peut dire que c'est quelque chose qui date de très longtemps et qui est même universel en fait. Alors, aujourd'hui, selon vos recherches, pi, ça nous sert à quoi concrètement? Pi est une des constantes les plus importantes en physique de l'ingénierie, mais surtout en mathématiques. On retrouve pi, cette constante, dans presque toutes les formules qui font allusion aux sphères, aux boules, aux cylindres. Par exemple, on a le volume d'une boule qui est égal aux 4 tiers de pi fois le rayon au cube. En même temps, on a aussi le volume du cylindre qui est égal à pi fois sa hauteur multiplié par le rayon au carré en fait. En même temps, on retrouve aussi pi dans les nombres complexes, les suites et les séries en fait. Donc on peut dire que c'est une constante très habituelle en mathématiques et n'est pas du tout rare. Et comme je le disais, elle est rentrée dans la culture populaire. C'est-à-dire que les scientifiques se sont vraiment appropriés. Aujourd'hui, c'est comme un hobby en fait, pour déterminer toutes les décimales derrière pi. Donc on est né à 3, et puis il y a plus de 100 milliards de décimales derrière en fait. À l'infini. À l'infini en fait. Voilà, il y a même un poème pour réciter ça, oui. Pour réciter pi. Vous connaissez ce poème? Ah, pas du tout. En même temps, pi a aussi un anniversaire. Donc quand on prend... Un anniversaire? Oui, une date d'anniversaire. Quand on prend 3,14, il y a 3 et il y a 14. En anglais, si on veut en faire une date, ça fait March the 14th. Donc quand on traduit en français, ça fait le 14 mars. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est l'anniversaire du pi. Ah ouais, partout comme par hasard. Ouais, elle est bien cette blague. Comme par hasard, c'est l'anniversaire de pi. Alors, pour les mathématiciens, évidemment, c'est aussi la journée internationale des mathématiques, comme par hasard. Hein. Voilà, et donc je vous remercie, mademoiselle Lorraine, pour votre présentation de pi. Et j'espère que nos auditeurs, nos étudiants ou nos collégiens et lycéens sauront exactement ce que c'est pi, parce que nous, on a utilisé ça dans notre enfance sans trop savoir ce que c'est. C'était comme ça, on l'appliquait comme ça. Alors, vous étiez sur Écosciences. Écosciences qui est votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Écosciences, c'est la voix de la science au Gabon et à l'international.